J'appelle la prochaine impétrante, si je puis dire, notre chère Antoinette Lenormand-Romain, directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art, à venir me rejoindre à la tribune et même au pupitre, à moins qu'elle soit plus confortable ici, donc pour nous parler en lien avec ce qui vient d'être dit par Sylvain Amic, de la collaboration de l'Institut national d'histoire de l'art avec les musées de région. Merci beaucoup Antoinette d'être avec nous et de nous parler donc de cette collaboration dont je crois que vous avez déjà dit un mot au Festival d'histoire de l'art il y a quelques jours. Oui, je vais rester là, puisque n'ayant pas d'image, ce sera plus confortable. Alors, effectivement, je vais partager avec vous les résultats de la table ronde qui s'est tenue à Fontainebleau samedi dernier, dans le cadre du Festival de l'histoire de l'art. Et je vois en face de moi certains des auditeurs de samedi, donc par avance, je leur demande de m'excuser si je répète des choses qu'ils ont déjà entendues. Alors, il est apparu en fait qu'il y avait une situation dont il fallait tenir compte, qui était la décentralisation et qui était peut-être aussi les budgets qui vont plutôt, sauf peut-être à Rouen, en diminuant plutôt qu'en augmentant. La décentralisation en fait a entraîné un désengagement de ce que l'on appelait autrefois la direction des musées de France, ce qui a pour résultat, c'est qu'au fond, les musées et les conservateurs sont directement dans la main des municipalités. Et on en voit une conséquence absolument directe dans la diminution du nombre de postes. Un exemple, à Marseille, il y avait 4 conservateurs, il n'y en a plus qu'un aujourd'hui. Et également dans le fait qu'un certain nombre de ces postes de conservateurs sont remplacés par des postes d'attachés de conservation. Alors, bien entendu, j'ai la plus grande estime pour les attachés de conservation, mais ce sont tout de même 2 concours différents, avec des niveaux différents, donc qui impliquent malgré tout des personnalités d'envergure différentes. Alors, les budgets ont évidemment, eux aussi, une conséquence absolument directe sur cet effet de la recherche, puisque vous imaginez bien que dans des musées où il n'y a pratiquement plus de personnel scientifique, où il n'y a pas beaucoup d'argent, la recherche est la chose qui se supprime le plus facilement et le plus rapidement possible. Donc, parti de ce constat qui était, somme toute, un peu décourageant, il est apparu tout de même qu'il y avait une recherche extrêmement vivante, extrêmement engagée dans la plupart de ces musées de région, et je dirais, quelle que soit leur dimension. Alors, à cette table ronde auraient dû participer des musées justement d'échelles différentes. Devaient participer les musées de Montpellier, de Dijon et puis d'Arles ou de Tours, mais diverses circonstances, et pas seulement les grèves, ont fait que les choses ont tourné un petit peu différemment. Mais néanmoins, il est apparu qu'au fond, cette recherche pouvait s'appuyer sur 2 points essentiels. Alors, d'une part, la réflexion qu'entraîne la rédaction des projets scientifiques et culturels. Et est intervenu David Liot, qui était précédemment directeur du musée de Reims et qui est depuis un peu plus d'1 an directeur des musées de Dijon, des musées et du patrimoine, et qui a eu justement une intervention tout à fait éclairante sur ce point. David nous a fait remarquer que, au fond, le périmètre des musées s'élargissait aujourd'hui. Un musée, ce ne sont plus seulement... Un musée, je veux dire, quand on le prend du point de vue de la recherche, ce ne sont plus seulement des collections qu'il faut étudier et mettre en valeur, mais c'est également une région. Et là, je rejoins un peu ce que disait Sylvain Amic tout à l'heure. Un musée est implanté dans un territoire et doit intégrer l'étude, la prise en compte de ce territoire dans son projet. Et donc, à Reims, il en a fait une première expérience en réfléchissant en réalité sur ce qui était la spécificité de Reims, c'est-à-dire, bien sûr, la Première Guerre et ensuite toute la reconstruction, donc tout ce Reims des années 1920-1930, qu'il avait donc très, très solidement, très, très volontairement donc intégré à son programme d'exposition, etc., etc. Et puis à Dijon, cette même réflexion prend, elle aussi, peut-être un aspect un peu différent, avec le fait que la Bourgogne a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de la gastronomie. Et dans un cas comme dans l'autre, il a choisi de s'appuyer sur un conseil scientifique, donc à Reims puis à Dijon, construit évidemment pour l'aider dans cette réflexion qu'il se proposait de mener et qu'il a donc épaulé tout au long de cette période.
Donc il m'a semblé qu'au fond, c'était une réflexion intéressante. On a quelquefois un peu tendance à considérer que ces PSC ont surtout peut-être des implications de programmation, de budget, etc., etc. Mais il me semble véritablement qu'ils peuvent apporter aussi quelque chose donc, dans cette réflexion que mènent les musées. Et puis bien sûr, l'autre aspect important de cette recherche menée dans les musées de région, ce sont les collections, et les collections liées aux expositions. Montpellier nous a expliqué que depuis pas mal d'années maintenant, il travaillait en lien avec l'université. Un professeur de l'université donc de Montpellier donnant des sujets de master ou de recherche appuyés sur les collections du musée. Et au point où nous en sommes, ils disposent donc de tout un panorama de travaux de recherche donc menés par ces étudiants qui leur servent à eux-mêmes de base pour de futures recherches. Puisque évidemment la question de cette recherche, c'est la documentation sur laquelle elle s'appuie. Donc documentation qui est très diverse selon les musées, leur taille, le personnel dont ils disposent. Mais à Montpellier, où il y a eu un véritable effort donc, de documentation sur les collections, cet effort s'est doublé donc, d'une ouverture à l'université. Les collections sont donc un poids et je pourrais là-dessus revenir encore sur les questions d'acquisition, sur les questions de restauration qui sont toujours l'occasion de faire avancer la connaissance des œuvres, mais elles s'appuient donc aussi bien sûr sur la politique d'exposition. Et il est apparu là qu'il y avait au fond, ça ne vous étonnera pas, deux types d'expositions. Des expositions monographiques qui permettent de mettre à plat en quelque sorte la connaissance que l'on peut avoir d'un peintre, ou d'un artiste d'ailleurs, pas seulement peintre, mais aussi sculpteur, ou je ne sais pas... Je ne voudrais pas être restrictive, photographe, décorateur ou quel qu'il soit. Donc, travaux qui s'appuient souvent sur des travaux de recherche menés dans des cadres universitaires, mais qui s'appuient aussi sur la collaboration des éditeurs. Et nous avons pris comme exemple le cas de l'exposition Vincent à Montpellier et à Tours, qui s'est appuyée sur la publication du catalogue raisonné de l'œuvre de Vincent par Jean-Pierre Cuzin, qui a été publié par les éditions Artena. Le cas est à peu près le même à Lille, par exemple, pour Boilly. Et dans chaque cas, donc, chaque fois, ça a été l'occasion de mieux connaître l'artiste, de redater des œuvres, de réattribuer certaines œuvres, d'écarter aussi ou de reconsidérer toute une marge d'œuvres qui était douteuse, qui était peut-être fausse ou qui était secondaire. Donc, aspect important des choses. Et puis, autre aspect de ces expositions, les expositions peut-être transversales. Et là, vous avez tous en tête, bien sûr, le très bel exemple de l'exposition qui a eu lieu à Montpellier l'été dernier sur la peinture napolitaine au XVIIe siècle. Alors, c'est une exposition, je pense, exemplaire de ce que peut faire un musée, quel qu'il soit, un musée parisien ou un musée de région. Elle est exemplaire à plus d'un titre, bon, d'abord par la qualité même de l'exposition et des œuvres exposées. Elle est exemplaire parce qu'elle a vraiment apporté quelque chose de nouveau sur un aspect de l'histoire de la peinture qui était mal connu. Et elle est exemplaire aussi parce qu'elle a reposé sur un travail de collaboration. Cette exposition s'est appuyée sur la grande enquête qui est menée à l'INHA depuis la création de celui-ci, ce répertoire que l'on appelle RETIF, le répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises, qui s'est lui-même appuyé dans son histoire sur de nombreuses séances, d'une part sur de nombreuses recherches en archives, bien sûr, mais aussi sur de nombreuses séances d'examen des œuvres, des séances d'expertise, qui ont permis donc de réattribuer et de mieux connaître ces collections. Et puis, quant à l'exposition elle-même, donc elle a été produite, bien sûr, par l'équipe de Montpellier, mais appuyée sur l'Institut national du patrimoine, dont des jeunes conservateurs, qui sont d'ailleurs aujourd'hui en poste à Montpellier, un jeune conservateur a été un des pivots de l'exposition, et puis donc sur une équipe un petit peu plus large de chercheurs. Donc un travail de collaboration, et c'est peut-être au fond là-dessus que je voudrais terminer. Cette recherche dans les musées de province, si les musées, à mon avis, en sont toujours à l'origine et en sont toujours aussi le cadre, je pense que dans la plupart des cas, elle ne peut plus se faire que de façon collaborative. Et je plaide donc pour une collaboration accrue
entre les universités et les musées. Je pense que beaucoup de choses se font en France, que beaucoup de choses sont en bonne voie. Et j'en prends peut-être un autre exemple, qui est l'exposition qui s'est tenue récemment à Rennes sur les tentures du Parlement de Bretagne. Exposition qui a reposé sur un travail qui a été mené en parallèle, en quelque sorte, dans le cadre des institutions nationales, et là je pense en fait au Mobilier National plutôt qu'au musée eux-mêmes, mais Mobilier National qui a organisé 2 importantes expositions dans les années 1990 sur la tapisserie à la fin du 19e siècle, qui était en fait le sujet de cette exposition de Rennes, les grandes commandes de tapisserie dans les années 1880 et 1890, et puis sur un certain nombre de travaux universitaires qui portaient tantôt sur les peintres académiques, les peintres officiels auxquels s'était adressé ce type de commande, des peintres comme Blanc, comme Gorguet, comme Galland, etc. Et puis sur des thèses qui là encore, se repenchent sur ce genre de questions. Donc il me semble, si vous voulez, que c'est un exemple très significatif et qui rejoint peut-être d'ailleurs ce que Sylvain vient de nous dire sur le cas de Rouen. L'université a tout de même, il me semble, pour devoir, en quelque sorte, d'appuyer les musées dans cette volonté d'avancer dans le domaine de la recherche et dans la volonté aussi de la diffuser, puisque le dernier aspect serait la diffusion, serait la communication de cette recherche, qui n'est pas destinée à rester enfermée sur elle-même, mais qui doit être partagée avec le plus grand nombre. Et là, on pourrait peut-être se poser aussi la question de la diffusion électronique, mais il me semble que les musées n'en sont peut-être pas tout à fait le lieu, dans la mesure où ça passe par des bases de données, par tout un système, toute une infrastructure de serveurs et de services informatiques qui est en fait très lourde et qui doit plutôt, il me semble, être réservé et se concentrer sur des grandes institutions qui sont prêtes à mettre les moyens qu'il faut pour maintenir ces bases ou ces publications en ligne, plutôt qu'au cas par cas, musée après musée. Et je profite de ce que je suis encore pour une seconde à cette place pour dire que, bien sûr, l'INHA, et je suis persuadée qu'il le restera après mon départ, l'INHA est au service, je dirais, de l'ensemble des musées de région pour les appuyer dans cette démarche. Merci.